Bonjour, j'espère que vous avez bien mangé. Je vous invite à prendre place. Alors, bon retour à cette session du Conseil municipal. Nous allons reprendre les travaux. Nous étions à un amendement proposé par M. Craig Sauvé et nous étions rendus à l'intervention de M. Salem sur l'amendement proposé. M. Salem, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'ai quelques points sur l'amendement parce que, nous, en tant qu'opposition officielle, on voulait avoir de l'action. On voulait que les choses bougent, on voulait prendre une décision et nous, en tant que conseil municipal, nous pouvons prendre des décisions et nous pouvons les assumer. D'ailleurs, il y a une motion qui a été présentée dans le temps et cette motion, elle parlait de la création d'un programme de compensation des usagers de la STM. Et l'administration actuelle, elle a déjà proposé un amendement dans le temps, puis dans l'amendement, elle a demandé que le conseil municipal demande à l'autorité régionale de transport métropolitaine de se pencher sur la création d'un programme de compensation tarifaire. Donc, ce qu'on voulait, avoir, ce qu'on a déjà proposé dans la première motion, c'était justement de demander à l'ARTM d'étudier cette gratuité et de procéder avec la gratuité au niveau du transport en commun. Actuellement, on est en train de demander à la commission de la CMM de faire un travail de consultation pour voir si oui ou non on veut aller de l'avant avec une telle proposition et voir la pertinence. On n'est pas du tout dans ce mode de réflexion, on est plus dans un mode d'action. Et ce mode d'action qu'on a demandé de mettre en place, c'est justement d'offrir ce transport en commun à tous les usagers, incluant ceux qui habitent dans la CMM, non pas juste ceux qui habitent à la ville de Montréal, pour ceux qui habitent à la CMM aussi. Donc, aujourd'hui, nous pourrons même demander à la RTM, dans son contrat de service, d'inclure cette gratuité, et on n'a pas besoin de passer à des consultations et voir si ça fonctionne ou non. Mais ceci étant dit, je vais quand même donner la chance aux coureurs. Je vais accepter l'amendement qui a été fait, non pas parce que ça nous accommode, je sais qu'on est en train de perdre du temps, on est en train de prendre plus de temps pour demander à la CMM de faire un travail qui a été fait de gratuité qui est plus large au niveau de la CMM, de la métropole. Nous allons adhérer à cet amendement. Mais j'espère que ça ne prendrait pas 2 ans et demi avant de prendre une décision. Et d'ailleurs, nous allons être là pour un retour éventuel. Nous savons qu'il y a des budgets qui se préparent pendant cet été. Il y aura le mois de septembre, il y aura un budget, on prépare le budget, puis il y aura un budget à déposer l'année prochaine. Dans ce travail, j'espère que la commission de transport pourra se pencher sur cette question dans un laps de temps qui est acceptable et qu'on ne passe pas encore un autre hiver sans qu'il y ait une proposition et étudier cette pertinence. Donc, on va être là pour talonner l'administration, on va être là pour faire des suivis au niveau de la commission de transport et nous allons voir avec les propositions qui seront mises à la table si c'est un projet qui ira de l'avant ou non l'année prochaine. Merci, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup, M. Salem. M. Rotran, sur l'amendement, toujours? Étant donné que j'ai donné mon discours il y a 1h45, j'aimerais répéter mes 2 questions avant que Craig Sauvé donne la réplique sur l'amendement. Une, c'est quoi le time frame que vous voyez pour avoir une réponse à ça? Est-ce qu'on aurait possiblement une politique en place d'ici l'hiver prochain, c'est-à-dire l'hiver 2019-2020? Et deuxièmement, quel rôle est-ce que les proposeurs de cette motion, c'est-à-dire l'opposition officielle, auraient dans votre esprit à la CMM. J'ai déjà dit, je pense, dans l'intérêt public de regarder ça comme une mesure régionale et qu'effectivement, je soupçonne que tout le monde au Conseil appuie l'idée, mais a besoin de l'information pour vraiment faire des décisions éclaircies. Mais celle qui a proposée, elle a le droit d'être écoutée. J'aimerais avoir votre assurance que ça, c'est exactement ce qui arrivera. Merci. Merci, M. Rotran. Alors, ceci conclut les interventions sur l'amendement. Parfait. Alors, l'amendement est adopté. Et on va revenir sur le débat initial sur la motion. Alors, on va remettre les tours de parole qui avaient été retirés. Est-ce que vous... Oui.
You're done? Oh. Alors, Alain de Souza, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient demandé la parole pour le débat principal sur la motion? Alors, Monsieur de Souza, allez-y. Et puis, non? OK. Parfait. Bon, ben alors, la motion est adoptée. Monsieur Rotran. Alors, on va passer tout de suite, on va passer à la prochaine. Madame la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, on va poursuivre où on a arrêté hier. Mon collègue Jean-François Parenteau nous a proposé une motion amendée que nous avons étudiée et que nous avons nous-mêmes par la suite réamendée. Monsieur le greffier, vous aviez les copies pour distribution. Monsieur Parenteau a déjà sa copie. C'est ça, effectivement, c'est un sous-amendement, des sous-amendements. Si vous me permettez, Madame la Présidente, je vais attendre que les documents soient distribués pour qu'on puisse tous être au même niveau dans la discussion. Bien sûr. Parfait. Alors, Madame la Présidente, ce qu'on propose, c'est de passer à travers les amendements qui étaient proposés par l'administration et on va émettre nos commentaires. Et vous verrez par la même occasion avec le sous-amendement où est-ce qu'on s'est prononcé. Donc, si vous regardez la première page de la motion, donc on a apporté des petits changements là, à le premier amendement de M. Parenteau. Donc, on a sous-amendé au niveau du vocabulaire et il y a entente là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, non, par M. Langevin, Benoît Langevin. M. Benoît Langevin. Pour ce qui est du deuxième amendement proposé par M. Parenteau, donc il y avait entente au niveau là, de l'attendu, le cinquième attendu. Alors, on peut tout de suite passer à la deuxième page de la motion. Alors, pour ce qui est du premier attendu en caractère gras, donc attendu que le respect de la politique fait partie des obligations contractuelles des entrepreneurs en déneigement et ainsi de suite jusqu'à la fin de la phrase, donc sont intégrés au devis avec les résultats attendus. Alors, vous remarquerez dans le sous-amendement que nous avons biffé ce paragraphe puisque nous ne sommes pas d'accord avec son insertion, puisque ce n'est pas le cas, Madame la Présidente. Il n'y a pas de véritable engagement envers les entrepreneurs dans les devis techniques. Il n'y a pas d'obligation légale, encore moins des clauses pénales en cas d'inexécution. Alors, le fait que ce soit inséré dans les attendus et plus tard dans une des conclusions, ça ne fonctionne pas. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle nous l'avons biffé. Pour ce qui est du deuxième attendu, rajouté, attendu que le plan d'action, bonification des normes de service, alors ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc on en est informé par le fait même de l'insertion. Pour ce qui est du troisième attendu sur les services bonifiés et sur mesure offerts par les arrondissements Plateau-Montréal, Ville-Marie, on propose également d'y rajouter Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, puisqu'il y a présentement un projet pilote en bonne voie de réalisation, donc avec la collaboration d'un organisme local, Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je ne connais pas tous les détails et les tenants et aboutissants des programmes dans les deux autres arrondissements, mais à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il y a des jeunes qui contribuent, des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi qui contribuent.
et qui, par le fait même, ont une réinsertion en milieu de travail, mais par le fait même, ils aident des personnes qui ont été sélectionnées dans le programme, donc des personnes de 80 ans et plus, également des personnes vulnérables à mobilité réduite. Donc, on pense qu'il va y avoir une quinzaine là, de maisonnées qui vont pouvoir bénéficier de ce service-là cette année. Et il s'agit là, du déneigement des entrées, les balcons, les rampes, etc., pour permettre aux gens de ne pas avoir à accomplir eux-mêmes ces tâches ou avoir des difficultés à les accomplir. Alors, c'est un bel exemple dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On s'est inspiré des bonnes pratiques. On comprend que c'est également des bons exemples dans les arrondissements du Plateau Montréal et de Ville-Marie. Cependant, ça ne règle pas du tout, de manière systématique, les enjeux. Ce n'est pas un changement structurant dans l'offre de services, puisque une fois qu'on a quitté son domicile, il y a bien sûr tout le reste du chemin de transport qu'une personne va utiliser pour se rendre au lieu souhaité. Alors, c'est une bonification dans les attendus, mais ça ne règle pas tout. Ensuite, si on continue avec le quatrième attendu, alors le fait que la politique de déneigement sera bonifiée, donc on en est informé par l'insertion de cet attendu que nous acceptons. Ensuite, il y a deux de nos attendus qui sont biffés et nous n'avons pas de problème à ce qu'ils demeurent biffés, si tant est que le dernier attendu est changé. Si vous voyez, il y a un dernier attendu qui avait été rajouté, que nous avons à nouveau sous-amendé avec le temps et le verbe utilisé. Donc, au lieu de continue d'être clairement inscrite, ce serait plutôt soit clairement inscrite, en cohérence avec le premier attendu qui a été biffé. Donc, à ce niveau-là, je ne vais pas répéter l'argumentaire. C'est le fait que nous considérons que les devis ne sont pas clairs. En conclusion, Madame la Présidente, nous considérons qu'en 2015, avec la politique de déneigement, les changements qu'on propose aujourd'hui auraient dû être faits à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas. Quelque part, ça a été un peu une faille collective que nous avons la chance de réparer aujourd'hui. Et je vous dirais tout simplement, dans la politique de 2011, la politique en accessibilité universelle, la Ville avait exposé les principes directeurs. En conclusion, Madame la leader, d'assumer son leadership, c'est un des principes directeurs. Alors, on demande aujourd'hui à la Ville d'assumer son leadership. Alors, je vais prendre ces tours de parole. C'est sur les sous-amendements, c'est sur le sous-amendement qui est proposé. Monsieur Miranda. Moi, ce que j'ai à dire, c'est la proposition originale, c'est l'amendement, le sous-amendement. Ça s'applique à tout ce que j'ai à dire, là, dans un cas ou l'autre. J'ai combien de temps? 10 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Et... C'est un sous-amendement. Mais sur la motion originale? On va y revenir tout à l'heure. Actuellement, nous sommes dans un débat sur le sous-amendement. C'est principal? Bien, oui, exactement. Sur le sous-amendement, pour commencer, je pense que je vais donner la chance aux gens de m'arriver avec quelque chose. À moins que la loi ait été changée, là, j'aimerais avoir du contentieux, un avis, parce qu'à ce que je connaisse de la loi, on n'a pas le droit de faire des travaux sur le domaine privé. Moi, la loi, c'est clair là-dessus. Là. J'aimerais que vous m'arriviez avec un avis du contentieux qui nous dit qu'on a le droit de faire des travaux sur le domaine privé. C'est ce que vous faites actuellement. Là. Ben, quand vous dites que vous allez nettoyer les entrées des maisons, c'est le domaine privé. Pas dans celle-là? Correct. Revenez. Merci, M. Miranda. Monsieur le leader? Je vais laisser M. Parent. OK. J'ai M. Langevin maintenant. En fait, moi aussi, je voulais juste réitérer que, dans le fond, on va distribuer, ou l'idée de l'amendement que nous acceptons, parce que nous croyons que c'est absolument un plus-value d'avoir des groupes communautaires qui sont sur appel et qui peuvent bonifier, aider des personnes âgées, des personnes handicapées à justement pouvoir sortir de chez eux. Mais encore une fois, j'ai envie de dire qu'avec 10 000 on n'est pas dans un changement systémique ou un changement normatif
qui permettrait vraiment de faire une différence. On va prendre par exemple dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on parle de 18 personnes qui y participent depuis un an. On s'entend qu'on parle de 218 000 personnes à mobilité réduite à Montréal actuellement. Donc, l'annonce qui a été faite hier matin, belle annonce, bon momentum, mais c'est pas ce qu'on demande. Merci. Merci, M. Langevin. M. Deschamps, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Dans l'ensemble, je pense que non seulement recevable, mais est très intéressant. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur celui où en fait, dans le milieu de la page, de la deuxième page, où on dit « sera étendu à l'ensemble des arrondissements ». Là, il y a comme une obligation pour les arrondissements de prendre un modèle qui ne convient peut-être pas. Autrement dit, chez nous, il faut savoir que tout le déneigement est fait en régie. On est le seul arrondissement à Montréal qui fait les choses en régie. Alors là, il y a des implications chez nous pour ce genre de fonctionnement-là. D'autre part, il faut discuter avec nos collègues pour voir comment on pourrait organiser ça. Alors, je veux bien respecter le fait qu'il y ait des projets pilotes ou que ce soit des modes de fonctionnement qui sont dans le plateau ou dans Ville-Marie, mais j'aimais mieux, personnellement, la formulation précédente qui dit « pourrait facilement se traduire », pour la raison que je ne voudrais pas, ou nous ne voudrions pas, sans parler pour ma collègue, être attachés à une façon de faire. Il y a peut-être d'autres façons de faire qui conviennent, et à ce moment-là, tout le monde va être respecté. Alors ça, c'est mon premier point, c'est par rapport au sous-amendement. Deuxième élément que j'aimerais connaître, parce que là, on dit qu'il va y avoir une amélioration éventuelle de la politique, mais on ne connaît pas les montants d'argent qui seront investis. Alors moi, j'aimerais avoir une idée de ce que ça veut dire de plus dans nos budgets de fonctionnement dans les arrondissements que de proposer une telle chose aujourd'hui. Je veux bien accepter des choses, mais si je n'ai aucune idée de comment ça se traduit sur le plan financier, parce que, je vous donne un exemple, chez nous, nous avons une politique pour que les gens puissent stationner, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite puissent stationner. Je pense qu'à Verdun aussi, c'est le cas. Bien, s'il faut aller dégager le trottoir de façon prioritaire, nous, c'est disséminé sur l'ensemble du territoire, là. Il y a un impact financier, il y a un impact opérationnel, il y a un impact sur nos ressources humaines. Ça a l'air de rien, là, ça a l'air bien banal. Mais moi, j'aime bien quand on est concret. C'est beau, les belles politiques, là, on est tous pour ça. Mais il faut aussi voir quels sont les impacts réels que ça a sur les opérations et les coûts que ça engendre. Si ça engendre des coûts que l'on ne prévoit pas présentement, quand le président du comité exécutif va venir pour confectionner son budget puis qu'il va y manquer une couple de millions pour fermer le tout, on aura beau faire de très belles consultations prébudgétaires, mais la réalité va nous frapper. Alors, je n'ai pas de problème, là, je ne veux pas exagérer non plus, je n'ai pas de problème, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça veut dire par rapport aussi à l'amélioration de la politique. Et ça vaut autant pour le sous-amendement que l'amendement. Merci, M. Deschamps. La parole à M. Parenteau. Madame la Présidente, juste revenir sur les propos de mon collègue, M. Deschamps. Enfin, vous me regardiez, on n'était pas sur la politique, la nouvelle politique qu'on veut intégrer, qu'on a annoncée hier matin. On est vraiment sur la proposition de l'opposition, la motion de l'opposition. Mais effectivement, puisque vous soulevez, puisque M. Miranda a soulevé, c'est des points fort pertinents sur lesquels moi aussi j'ai accroché. Alors, pour ce qui est de la proposition d'Ensemble Montréal sur cette motion, la contre-proposition, je suis entièrement d'accord, sauf sur un point, justement. C'est effectivement le dernier attendu, qui est sur service approprié, qui sera pour nous sur une règle administrative. Puis aussi, c'est qu'on est dans un processus qu'on revoit la politique puis montrer de l'ouverture. Il faut travailler l'ensemble des collègues. Je pense qu'il y a un échange, il y a un momentum de faire part des meilleures pratiques dans l'ensemble des arrondissements, de se partager cette information entre nous, parce que ce qui est sain dans ce débat-là aujourd'hui, c'est qu'on a tous un même objectif commun, c'est d'améliorer le service aux citoyens. Alors, si vous accepteriez que pourrait être
étendu au lieu de sera. Pour moi, le reste me va. Le reste me va. Merci, M. Parenteau. Alors, on me fait signe que oui. Alors, le sous-amendement est approuvé. Donc, ce sous-amendement est adopté. Alors, on va revenir sur le débat initial, alors, sur le grand principe de cette motion. Et donc, on va retourner au tour de parole initiaux. Monsieur Miranda, on l'était rendu à vous. Est-ce que les autres personnes peuvent aussi s'afficher sur la liste? Merci. Monsieur Miranda. Bon, écoutez, je comprends mal parce que même dans le sous-amendement qu'on vient de nous remettre, c'est bien marqué autant sur le domaine public que privé. Voilà. Écoutez, c'est ce qu'on m'a remis tantôt, comme document. Là. Entendu que, là, après les que, là, le domaine public que privé. Et si Hochelaga Maisonneuve, merci Hochelaga Maisonneuve, Plateau et Ville-Marie, vous faites ça actuellement, vous êtes contre la loi. Je vous assurer de ce que vous faites. Bon. C'est clair qu'hier, on a assisté à une présentation, un show de boucan, plus ou moins, un show de boucan sur les problèmes qu'on vit actuellement. Pourquoi qu'on vit les problèmes actuellement? C'est depuis le début de l'hiver. On a tous dit, il y a même un monsieur qui est venu ce matin, 27 ans d'expérience comme col bleu, je ne fais pas de la politique, puis je ne me lève pas nécessairement pour faire de la politique. Après 30 ans là, de la politique, j'en ai vu beaucoup. On vieillit en 30 ans, mais aussi on apprend beaucoup. On cherche l'expérience. Et on apprend justement les bonnes pratiques de d'autres personnes. J'ai connu, dans les 30 années, ce que le monsieur a dit, entre autres, le verglas. Le verglas de 1998. Et le verglas, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et dans le verglas, Anjou, Saint-Laurent, Saint-Léonard, je me souviens des villes, on est venu dépanner le centre-ville de Montréal. Puis pourtant, on avait le même impact partout, mais nous, on s'était sortis du trou rapidement, à cause de nos façons de faire. J'ai connu l'hiver 2009, je crois, 400 cm de neige. Hein? 7, 8, peu importe, pas suivre. Mais moi, 400 cm. J'ai connu ça. Et d'autres, et beaucoup d'autres. Les périodes de verglas comme on a, ce n'est pas la première. C'est malheureux. Ce qu'on a actuellement, on ne s'en sortira pas avant le printemps. Un gros redout. Quand notre Écossais irlandais, là, M. McQueen, quand il a dit que le 15 mars, le 17 mars, il va faire 15 degrés, là, je dis, waouh, ça va être mon occasion pour déglacer. J'espère que vous ne vous trompez pas. Parce que c'est certain que ce que nous vivons actuellement, là, c'est dû, que vous le voulez ou pas, ce qu'on n'a pas fait depuis le début. Du déneigement, c'est comme l'été quand on coupe le gazon toutes les semaines. Il faut que tu sois en entretien continu. Actuellement, qu'on le veuille ou pas, excusez, actuellement, nos cours d'eau, c'est-à-dire les bords de rue, sont gelés puis ça s'accumule. J'ai descendu tantôt la rue Iberville, pris Beaubien, Iberville, ces rues-là. Je dois constater, puis c'est malheureux, on n'en prendra pas le dessus. Je pense qu'actuellement, et puis je ne suis pas contre ma mobilité. Chez moi, à un moment donné, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y avait une dame en fauteuil roulant qui communiquait avec nous. Je me suis assuré que le secteur des rues alentour de chez elle soit bien dégagé. Je me suis assuré que les bateaux pavés, qu'on appelle, là, ils étaient bien dégagés pour que cette dame-là puisse se déplacer. Je vous dis, j'ai ici, je n'ai sorti 3. J'ai sorti 3. Les citoyens, les différents secteurs, dans la H1M, les citoyens dans la H1M, qui est mon arrondissement voisin. J'en ai un autre, H1W. Je ne donnerai pas les noms, les adresses. Ils m'ont écrit à moi. J'ai des gens contre cœur. Ils m'ont écrit à moi. Quand on pense qu'on fait bien notre job, là, je vais vous dire, là, je vous invite justement à la prudence. Et peut-être justement voir comment on peut faire. Moi, ce n'est pas de mettre en place une politique comme on fait actuellement.
c'est la semaine prochaine, on devrait déjà se réunir là, pour comment on va finir l'hiver. Puis, pas une petite réunion. Non, non. Soyons vraiment qu'on ait le temps de regarder, là, que les maires d'arrondissement, les directeurs de travaux publics, je l'ai fait ça en 2009. On a regardé qu'est-ce qu'il fallait vraiment faire. Vous avez parlé, M. Bies, il a parlé à un moment donné qu'il y a eu du bris d'équipement. C'est normal que l'équipement brise quand on travaille. C'est tout à fait normal. Mais moi, je peux vous dire, chez nous, là, j'ai vu la machine rentrer et sortir en dedans de 2 heures. J'ai vu changer un moteur de bombardier durant la nuit. J'ai vu refaire le système hydraulique au complet durant la nuit. C'est comme ça qu'on travaille. C'est pour ça que ça ne marche pas avec la MRA. Parce que dans le même, quand j'ai fait l'analyse en 2009, changer un moteur ou un MRA, c'était 15 jours. 15 jours changer un moteur ou un MRA. C'est ça qu'il faut faire. Il faut revoir nos façons de faire. Il faut vraiment... Et on ne peut pas appliquer la même réglementation partout. Chez nous, en Anjou, au kilomètre, on sort approximativement 230 mètres cubes au kilomètre de neige. Dans Mercier-Hochelaga, à côté, on sortait 200 mètres cubes. Pourquoi? Ce n'est pas le même bâti. C'est clair que moi, j'ai la neige qui sort des driveways, des entrées de garage. On ne peut pas appliquer la même réglementation. On ne peut pas appliquer la réglementation quand vous me comparez des boulevards. C'est clair que les boulevards, là, le déplacement des autos fera en sorte que ça fond plus. C'est dans les rues résidentielles le problème. C'est dans les rues étroites. C'est là que sont souvent nos résidents. Parce que les boulevards, habituellement, c'est plus commercial, il y a moins de résidences à faire là. Nos résidents sont dans le résidentiel. Les coûts de déneigement, là, moi, je pense qu'on devrait regarder vraiment les coûts de déneigement. Je les avais en 2009, là, je ne les ai plus, c'est clair, là. Mais je pense que ça quand même comparé. N'essayons pas de faire des économies avec le déneigement. Si on fait notre déneigement comme il faut à l'année, de l'entretien sur une base quotidienne, comme on devrait le faire, on n'aurait pas... Puis je lève mon chapeau à ces gens-là d'être venus dans les conditions qui sont là. Je lève mon chapeau. Ils sont braves, les gens qui sont venus d'ici. C'est pas évident pour eux, là. C'est pas évident pour eux. Et vraiment, je veux vous dire, là, écoutez bien, vous pouvez penser que c'est de la politique, c'est pas de la politique. Moi, regardez, là, moi, je travaille pour chez nous en Anjou. J'espère que nous, notre expérience peut amener plus ailleurs. Et la seule chose que je veux vous dire, les gens au pouvoir, je vais le dire, les gens au pouvoir. Premièrement, la majorité d'entre nous, nous avons joué dans le même film avant les dernières élections. Il y en a qui ont changé de rôle. Moi, j'étais à l'opposition, je suis encore à l'opposition. Il y en a qui étaient au pouvoir, qui sont devenus à l'opposition, puis vice-versa. Vous avez l'air d'avoir oublié, ceux qui sont au pouvoir, le temps que vous étiez assis ici. Et je vous invite à revenir à ça. Et puis, les seules félicitations que j'ai à vous faire, vous avez réussi à faire en 2 ans ce que Coder a fait en 4 ans. C'est une volonté, un désir de changement. Je vous félicite pour ça. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, vous allez voir. Merci. Merci, M. Miranda. La parole à M. Parenteau. Juste sur le point, parce qu'il y aura une rencontre comme la demande de M. Miranda, comme il avait parlé, puis c'était déjà annoncé qu'il y aurait des rencontres avec les maires. Juste sur le point, quand on dit dans le commentaire que Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, Ville-Marie, tout ça, le plateau pour le secteur privé, dans un tout autre spectre, il existe un espace dans la loi où on peut amender certaines choses. Je donne un exemple, chez nous, on a un programme de graffiti. Et depuis déjà 10-15 ans qu'on fait des interventions sur le bâtiment privé pour nettoyer les graffitis. Alors, c'est le même principe qui s'applique. Merci. Monsieur Lessard-Blais, à vous la parole. Oui, le maire d'Anjou aime faire les nouvelles pour nous dire « Dites-moi pas quoi faire ». Ben, j'invite d'appliquer cette philosophie-là à lui-même lorsqu'il parle d'autres arrondissements. Merci, M. Lessard-Blais. Alors, sur le fond de cette motion, parfait. Alors, cette motion est adoptée telle que... Alors, le vote nominal est demandé pour... Est-ce que ça vous... Pouvez-vous peser sur le bouton et le dire dans le micro parce que je ne vous entends pas? Excusez. Alors, je vous écoute. Sur
la proposition, je demande un vote nominal à puis Mme Hainaut. Parfait. Alors, on va faire sonner les cloches, ouvrir les portes. Merci beaucoup. On va cesser les cloches, fermer les portes et passer au vote. Alors, je vous rappelle que nous votons présentement sur la motion pour garantir des déplacements sécuritaires et faciles pour tous pendant l'hiver et pour assurer l'accessibilité universelle. Le sous-amendement, dont la dernière version que vous avez, mais simplement avec le changement d'un attendu que. Je ne sais pas c'est le combienième, là, mais c'est sur la deuxième page, donc c'est le 4e sur la deuxième page. La dernière phrase se lirait comme suit: service apprécié qui pourrait facilement être étendu à l'ensemble des arrondissements. Alors, le vote porte sur ce sous-amendement avec le petit changement qui était fait à cet attendu que. Alors, en résumé, on vote sur la principale telle qu'amendée et telle que sous-amendée, j'oserais même dire telle que sous-amendée. Mais principalement, en fait, actuellement, on vote sur la principale, qui a été sous-amendée. Est-ce que c'est clair? Monsieur le greffier, on va procéder au vote. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Bodanovic, Madame Thuillier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame De Rosse, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Pour 53 contre 2. On ouvre les portes. Nous allons ouvrir les portes. Monsieur Fernandez, il ne faudrait pas que ça devienne l'habitude. Alors, la motion est adoptée. Merci. Madame la leader de l'opposition, nous allons poursuivre.
Ou c'est qui? C'est M. Miele? Ah, d'accord, alors. Madame Descaries? Oui. À vous la parole. Donc, pour le 6503, sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Ça vous dit quelque chose, cette chanson de Richard Séguin, Paul Piché. Encore mêlé, M. Parenteau. Donc, dans l'est de Montréal, on connaît les cheminées qui brûlent jour et nuit, avec leur vapeur et surtout la fumée qui s'y échappe depuis longtemps. De plus en plus sensibles au milieu de vie dans lequel les résidents vivent et dans leurs conditions environnementales qui ont un effet sur leur santé, la population dans l'Est est inquiète et veut savoir ce qu'elle respire. Les citoyens ont été très attentifs aux manchettes de cet automne qui nous apprenaient que depuis 2010, la compagnie CCR expulsait des quantités d'arsenic entre 200 à 400 % supérieures aux normes fixées par la CMM. Les journaux ont aussi rapporté le cas d'émanations de soufre qui ont provoqué l'évacuation d'une école à Montréal-Est et qui ont incommodé les gens du secteur en janvier dernier. À ce jour, d'ailleurs, on ne connaît pas encore l'origine de ces émanations. Avouez qu'il y a de quoi s'inquiéter. On comprend la population qui demande des réponses. Les faits parlent d'eux-mêmes. Selon le Centre intégré universitaire de santé des services sociaux de l'Est de Montréal, plus communément appelé le CIUS, l'espérance de vie dans l'Est de Montréal est inférieure de 9 ans comparée à ceux plus à l'ouest de l'île. D'autres études mentionnent aussi que les maladies respiratoires sont plus importantes qu'ailleurs sur l'île, notamment chez les enfants où l'asthme est un véritable fléau. Les personnes âgées ne sont pas épargnées et représentent un plus grand taux de maladies pulmonaires. Les études qui ont été faites concluent toutes que d'autres études sont nécessaires pour bien comprendre. Elles concluent aussi que la situation est multifactorielle et que les forts taux de substances cancérogènes présents dans l'air de Pointe-aux-Trembles ne peuvent expliquer à eux seuls la prévalence de ces maladies. Il est même difficile d'en isoler les causes à effet. Les études étaient limitées par le type de données restreintes qu'elles possédaient. La co-exposition n'était pas étudiée, la durée d'exposition non plus. En gros, il est difficile de prouver quelque chose pour laquelle les gens ont un doute, disons plutôt intuitif qu'une preuve scientifique. On ne peut donc pas conclure hors de tout doute que la qualité de l'air actuel à Pointe-aux-Trembles n'est pas un facteur causant les maladies pulmonaires ou aggravant les maladies existantes. Plusieurs facteurs allant de l'industrie, passant par des habitudes de vie ou même au vent dominant, qui vont généralement d'ouest en est et qui transportent vers la population de l'Est de Montréal, les émanations polluantes de toute l'île peuvent faire partie de la cause. Lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi important que la santé, nous devons faire en sorte de compiler le plus de données à jour possible pour nous aider à cerner la provenance de sources nuisibles afin de trouver des solutions pour y remédier. Je crois que cette motion sera bien accueillie par tous et surtout par les citoyens de l'Est de Montréal qui sont inquiets et qui ne veulent plus se satisfaire de réponses vagues qu'on leur offre. D'ailleurs, l'Institut national de santé publique du Québec définit le principe de précaution ainsi. La prudence appliquée dans un contexte d'incertitude scientifique qui veut que des mesures préventives soient prises lorsque des preuves raisonnables indiquent que la situation pourrait produire des effets nocifs importants sur la santé, même lorsque les causes et les effets n'ont pas été démontrés scientifiquement. À mon avis, les mesures demandées sont essentielles afin d'avoir, dans un premier temps, un portrait clair et à jour de la situation. Merci. Merci, Mme Descaries. Monsieur Parenteau, à vous la parole. Monsieur. Allez-y, Monsieur Parenteau. Alors, merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Descaries. Je pense que le momentum est là. La motion tombe pile dans la mesure que je pense que l'ensemble des élus de l'Est de la ville, mais l'ensemble des élus de Montréal aussi, sont d'accord. Vous avez même maintenant une nouvelle députée qui tient à cœur ce changement-là dans l'Est de la ville, qui en a réitéré au niveau de au conseil de ville. Je voulais vous faire part
sur le fond, on est d'accord. Il y a des aspects techniques parce que ça reste, malgré tout, une motion qui reste très technique au sens de son approche. Et j'avais juste des petits changements sur l'aspect technique qu'on va vous partager. Mais pour la suite des choses, sur les aspects techniques seulement, pour la suite des choses, puis pour le fond du sujet, qui est pour les gens qui sont vraiment concernés, tout comme vous, Mme Descaries, je vais demander à Mme Bourgeois et à M. Lessard-Blais de prendre la parole sur le fond pendant qu'on distribue et que je fais la lecture des petits changements sur la motion principale. Merci. Vous vouliez-vous avoir la copie avant ou... Ah, ben oui, après, en fait, je me questionnais simplement s'il y a distribution et oui. lecture, oui, je l'ai fait. l'opposition officielle des amendements, si je prenais parole à ce moment-là, ou non, si j'attendais que les gens... Je vais faire la lecture, puis après ça, je pense Merci. que M. Miel est avant. Merci. Désolé, madame. Alors, l'entendu dans le premier, c'est le 21 mai 2018, le directeur régional de la santé publique a produit un avis de santé publique sur les émissions atmosphériques de la raffinerie CCA de Montréal-Est, présente les résultats de modélisation de dispersion atmosphérique des émissions de la raffinerie de cuivre CCA Montréal-Est 2011-2018 et que cet avis mentionne déjà d'importantes normes d'arsenic dans l'air ambiant, suscitant une inquiétude justifiée dans la population résidant autour de l'usine du secteur environnant. Ensuite, il était biffé, 2018, un rapport public soulignait que la compagnie CCA dépassait longtemps et de fortes quantités de la norme permise d'émission. En fait, elle va avec cet alinéa-là, va avec un autre aspect en bas, plus technique. Aussi, on rajoutait, entendu que les données du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, SUS de l'Est de l'île de Montréal, l'espérance de vie de Montréal est de 9 ans plus basse dans l'Ouest en 2016 et que plusieurs facteurs peuvent être en cause dont les habitudes de vie, la disparité socio-économique, entendu qu'il est avéré par plusieurs études, on marque les études mentionnées à l'alinéa 6, que les maladies respiratoires sont les plus élevées dans l'Est, principalement sur le point, principalement à Pointe-aux-Trembles. Ensuite, on enlevait entendu que les analyses de la qualité de l'air de l'Est Montréal ont révélé la plus grande concentration de dioxyde de soufre, d'ozone, de ça, alors que c'est pas juste dans l'Est, il y a d'autres arrondissements, dans d'autres contextes. Exemple, si on parle des CO2, ça peut être au niveau des émissions, de la concentration, au niveau du trafic, qui peut avoir un impact très ponctuel. Alors, je suis vraiment dans les données techniques là, de la chose, là. Je vais juste réitérer qu'on n'est pas sur le fond de l'esprit. Et entendu que la Ville de Montréal suit les lignes directives du programme de surveillance nationale de la pollution atmosphérique et exploite à ce jour 15 stations sur son territoire, entendu qu'on rajoute que la Ville demeure impliquée dans la collecte de données suivant les recommandations de la DRSP et que de nouvelles stations de suivi de qualité de l'air ambiant ont été implantées en milieu résidentiel, l'une à Tétroville et l'autre à Montréal-Est, et qu'une station de mesure a été remise en service sous le toit du centre récréatif Édouard-Rivet. Et en bas, on va toujours dans la deuxième page, troisième paragraphe en partant du bas, attendu que le service de l'environnement, par l'entremise de la division de contrôle des rejets industriels et suivi du milieu aquatique, a le mandat d'appliquer le règlement 2001-10 de la CAMM, sont ensemble et que le rapport d'activité annuel produit par le compte de la CAMM montre que la Ville a effectué 13 nouvelles poursuites en 2017, en plus de celles déjà en cours. Alors, on vient bonifier de l'information. On biffe l'attendu en dessous, entendu que les normes de la CMM, telles que présentées dans le règlement relatif à l'assainissement de l'air, en remplaçant l'article 44 et 44,1 du règlement 90, sont parfois plus permissives que les normes du gouvernement du Québec. Ça, on vient le biffer. Et on rajoute, attendu que l'administration, en collaboration avec les autres paliers du gouvernement, souhaite engager l'Est de Montréal dans une transition écologique soutenue en mettant sur pied des incitatifs pour accélérer l'investissement durable et l'économie verte, réduire l'empreinte environnementale des entreprises, réhabiliter les terrains contaminés, en plus de miser sur la mobilité durable avec la revitalisation de la rue Notre-Dame et la volonté de développer un écoparc industriel au secteur de l'Assomption sud de Longue-Pointe. Alors, c'est un ajout quand même substantiel qui démontre une vision claire pour le secteur. Ensuite, si on va dans l'ANEA A, les particules fines PM2.5, les métaux, les sources de pollution suivantes, en plus des industries, transport, résidences, commerce et institutions. On vient préciser ce point. Et après, juste dans le C,
On vient de biffer que la Ville demande à la CMM de mettre à jour des normes d'émissions de substances par les industries avec le souci, et par la suite, ce qui décline en dessous, là, le A et le B, ça aussi c'est biffé, d'uniformiser les mesures d'un esprit de simplifier les citoyens et de tenir compte des nouvelles connaissances en matière d'impact sur la santé et de l'environnement. Mais on vient bonifier le tout par que la Ville de Montréal effectue une comparaison en collaboration avec le MELCC et la CMM des différentes approches réglementaires pour identifier les meilleures normes et maintenir celles à ajuster pour assurer la protection de l'environnement en tenant compte des nouvelles connaissances en matière d'impact sur la santé et sur l'environnement et des particularités du contexte urbain de l'agglomération de Montréal qui justifient la présence des normes spécifiques adaptées aux réalités locales. Et 2-3 petits ajouts succincts que la Ville de Montréal demande à la Direction de la santé publique, si elle le juge requis, d'évaluer, c'est l'ajout, que le nombre de bornes de mesure de qualité de l'air, qu'il serait nécessaire d'ajouter à Montréal et principalement dans l'est de Montréal pour avoir une mesure complète de la qualité de l'air en général et dans l'est de l'île de Montréal. Et dernier, on dit que que la Ville de Montréal continue d'appliquer, parce qu'on l'applique déjà, les dispositions pénales relatives au non-respect des normes en vigueur telles que définies dans l'article 9.01 du règlement 90. Alors, vous voulez prendre le temps de le lire puis nous revenir? Je suis appuyé par mon collègue, M. Limoges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je ne sais pas par où commencer, mais je vais simplement dire que si ça prend 6 minutes pour lire un amendement, moi, je préfère dire que la motion, elle est réécrite. La motion, elle est réécrite. Il n'y a absolument aucune collaboration ici, aucun effort de vouloir travailler avec les proposeurs du dossier pour rédiger une motion. Ce n'est pas des amendements qui sont acceptables, Monsieur le Président. Quand on revient avec un texte de 3 pages où est-ce qu'il y a plus de jaune, puis même un daltonien comme moi peut le voir, qu'il y a plus de jaune que d'écrit, je m'excuse, mais on est en train de réécrire une motion et on se moque des élus qui ont pris le temps de travailler ce dossier et présenter une motion de façon apolitique. Quand le leader de la majorité, depuis hier, nous dit qu'il y aura des amendements, on les demande. Avant la pause du midi, je demande au porteur de dossier qui va être en train de présenter les amendements. Il me dit que ce sera sûrement mes 2 collègues de l'Est. Maintenant, c'est lui qui les présente. Quand je lui ai demandé juste avant l'heure, ce n'est pas la façon qu'on veut travailler si on veut déposer un texte réécrit et s'assumer qu'on va, de façon responsable, l'adopter. Si c'est ça une administration qui veut collaborer avec l'opposition, bien on passera. Parce qu'honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Vous voulez travailler un texte, on le fera. Mais ne réécrivez pas une motion en pensant qu'on va juste en dedans de 5 minutes. Ensuite, on va me dire que je ne peux pas demander une suspension pour plus de 2 minutes. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Et c'est vous-même qui êtes sorti dans les médias en disant « J'aimerais dans les dossiers environnementaux ne pas travailler sur un ton de partisanerie ». Ce n'est pas comme ça que vous donnez l'exemple que vous voulez le faire, M. Parenteau. Merci, M. Miali. M. Limoges. Je comprends qu'on est sur un débat sur la recevabilité ou c'était un éditorial? Est-ce qu'on est sur un... L'intervention de M. Miali était qu'il trouve que c'est inacceptable, justement. Donc Inacceptable ou irrecevable? Moi, j'aimerais savoir, M. Miali, faites-vous un débat sur la recevabilité? Si oui, je vais l'appeler. Alors, j'ai qualifié la motion de réécrite et je ne considère aucunement que ça constitue à la définition même d'un amendement. Parfait. Alors, c'est un débat sur la recevabilité. Oui. Je vais plaider, naturellement, vous ne serez pas surpris, M. le Président, que ce l'est. Est-ce qu'un amendement recevable est un amendement agréable? Pas nécessairement. Est-ce qu'un amendement recevable est un amendement en collaboration? Pas nécessairement non plus. Est-ce qu'un amendement recevable est un amendement qui fait plaisir? Vraiment pas toujours. Ça arrive qu'un amendement ne soit pas en collaboration, ne fasse pas plaisir, mais soit recevable. Parce que ce qui définit la recevabilité, M. le Président, c'est est-ce que ça change la nature ou non? Est-ce que ça change l'orientation ou non? C'est purement légaliste
Si un parti fait une motion pour favoriser le transport en commun, il n'est pas recevable de la transformer en motion contre le transport en commun. Mais la façon d'interpréter les données, la façon dont on veut traiter, la façon dont on parle des attendus, de prendre en compte les éléments qu'on veut considérer pour arriver au résultat, c'est absolument recevable. Ce n'est pas agréable, je le comprends. M. Miele trouve que ce n'est pas acceptable comme façon de travailler en collaboration. Je le conçois aussi. J'avoue qu'il y a des grands blocs de texte. Mais la finalité de la motion est la même, la direction est la même. Seulement les données que sont les attendus et les moyens à prendre en compte que sont les résolus ont été modifiés pour les faire entrer dans les paramètres d'une administration municipale. Alors, je comprends que M. Miele est triste, je peux le concevoir, mais à mon avis, ça ne change rien sur le fond à la recevabilité de l'amendement. Merci beaucoup, M. Limage. Sur la recevabilité. Oui, sur la Alors, recevabilité. merci de la sympathie que j'ai reçue du leader de la majorité. Honnêtement, j'en avais pas besoin. Mais si je m'en tiens à l'article 84 de notre règlement, un amendement doit concerner le même sujet que la motion principale et ne peut aller à l'encontre de son principe. Il ne vise, la rédaction même de son article dit « il ne vise qu'à retrancher, ajouter ou remplacer des mots, pas des paragraphes, pas des phrases. Vous voulez procéder ainsi, c'est en collaboration que vous pouvez le faire. C'est quand c'est de consentement, pas quand vous arrivez avec un amendement. Ce n'est pas un retranchement de mots, ça. Quand vous arrivez avec un retranchement de plus que cette nature-là, vous devez le faire. C'est pour ça que j'ai parlé de collaboration. Ce n'est pas parce que je tiens à parler à mon collègue Parenteau au quotidien. C'est parce que si vous arrivez avec ce genre d'amendement de 3 pages, là, il faut la collaboration. Sinon, l'article 84, il ne vise qu'à retrancher, ajouter ou remplacer des mots. Merci, M. Miali. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Monsieur le Président, juste pour conclure sur ce qui vient d'être dit, il ne vise qu'à ajouter ou retrancher des mots, puis je n'ai pas entendu de nombre. Des mots, ça peut être 2, puis ça peut être 1000. Ça peut être 3000. Des amendements dans un texte de loi qui fait 500 pages, des fois, ça fait 300 pages. C'est un amendement quand même, qui est recevable quand même. Ce n'est pas la quantité de mots. M. Miele dit que ça vise à retrancher ou ajouter des mots, pas des phrases ou des paragraphes. Mais des phrases ou des paragraphes, M. le Président, c'est constitué de mots, au pluriel. C'est des mots. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a retranché des mots, on en a ajouté d'autres, on en a retranché beaucoup, on en a ajouté beaucoup. Mais il n'y a rien. Et c'est là que je vais parler de la recevabilité. Il n'y a rien qui change le fait que c'est une motion appuyant la mise à jour des études sur la santé respiratoire dans l'Est de Montréal et l'application des dispositions pénales relatives au non-respect des normes en vigueur. Tout dans la motion reste exactement orienté là-dessus. Ça parle de l'Est, ça parle de santé respiratoire, ça parle des études sur la santé respiratoire. Il n'y a rien qui est modifié dans l'orientation de la motion. M. Miele, enfin, là-dessus, parle de collaboration. La recevabilité d'une motion, d'un amendement, M. le Président, ne dépend pas de la collaboration et ne dépend pas du consentement de la personne qui reçoit l'amendement. Ça, c'est idéal. Tant mieux quand on s'entend, c'est super. Mais la recevabilité d'un amendement n'a rien à voir avec le fait que la personne qui reçoit l'amendement est d'accord ou non. Merci beaucoup, M. Limage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la recevabilité? Monsieur Rotran. Monsieur le Président, votre prédécesseur, M. Benjamin, a bien encadré les amendements et ils sont bien étroits. Donc, si vous acceptez les arguments de M. Limoges, aujourd'hui, vous créez jurisprudence qui va permettre à l'administration de faire n'importe quoi avec. Merci. I'm sorry, I can't hear you, François. He said that we're dans un débat restreint. Oui, je me lève sur une question privilège, Monsieur le Président. OK. Et ma question privilège est le suivant.
Comme membre du conseil municipal, S'il vous plaît. je n'ai pas l'opportunité d'étudier et prendre S'il une vous plaît. décision éclaircie si un item sur l'ordre du jour est complètement changé, pas amendé dans le sens de l'encadrement traditionnel donné par les présidents antérieurs. You know as well as I do that if Mr. Limoges gets away with this, he can drive a Mack truck through any motion moved by the opposition. Donc, effectivement, quand je dois lire un document qui est 4/5 différent de ce qui était dans l'ancien, Mr. President, please forgive me, but I'm blaming François Limoges. He's not doing his job as leader. The leader is obliged to call the opposition and negotiate the weekend before the council meeting. Merci, M. Vautrin. Merci. Donc, tout le monde s'est prononcé là-dessus? Parfait. Monsieur Limoges? Le micro de M. Limoges, s'il vous plaît. Je voudrais juste rappeler que l'opposition officielle a déposé hier une motion sur un règlement qui biffait un paragraphe pour en ajouter 9. Merci. Justin, merci. S'il te plaît. S'il te plaît, merci. Basé sur l'article 84, je l'ai lu, vous avez raison, que ça parle des mots. Cependant, ça dit des mots composent des phrases. Ceci dit, ce n'est pas la première fois dans les 5-6 ans que je siège ici que je n'ai pas vu des paragraphes ou des motions amendées au complet. Quand on parle de juste des mots, souvent, quand on a des amendements dans des motions, c'est plus que juste des mots. On a justement des exemples en ce conseil-là, hier, qui étaient comme ça. Sur le fond du sujet de la motion, ça reste dans la même thématique. Ça ne change pas, on ne parle pas de quelque chose d'autre. On parle toujours du même sujet qui est dans le titre du motion. J'avoue, et je suis d'accord, que c'est beaucoup de changements. Et c'est quand même pas normal qu'on fasse tant que ça. Ceci dit, j'aimerais voir, et je souhaite voir, l'administration et l'opposition et les autres élus travailler ensemble pour arriver à des consensus, pour éviter des situations comme ça. Mais sur la recevabilité basée sur l'article 84 et qu'est-ce qui est proposé, je constate qu'il est recevable. Ceci dit, encore, on ne devrait pas considérer ça la norme et j'espère que dans le futur, on ne continuerait pas à travailler dans ce sens-là parce que ce n'est pas nécessairement dans tout le respect envers nos collègues. On peut négocier à l'avance et on peut en avoir des discussions. Ça se fait à l'extérieur du chambre. We've done it before. This wouldn't be the first time. Fait que, mais sur la recevabilité, il est recevable. S'il te plaît. Monsieur Miali, si vous voulez. Est-ce qu'on peut suspendre 3-4 minutes, ne serait-ce que pour se concerter? Ça ne me dérangerait pas. Oui, je vous permettrai une suspension parce que c'est un cas particulier. Oui. Merci. 2 minutes? 5 minutes? 5 minutes? On suspend 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes.
Pouvons-nous sonner les cloches? On va reprendre les travaux, s'il vous plaît. On a passé plus que 5 minutes. S'il vous plaît, on prend place pour recommencer nos travaux, s'il te plaît. S'il te plaît, on s'assoit. S'il te plaît. Est-ce que nous sommes prêts à recommencer les travaux? Oui. Est-ce que M. Miali, est-ce que vous voulez... M. Miali. Oui. Donc, on revient sur l'amendement. Alors, après avoir considéré les changements qui sont apportés, certains, nous saluons certains ajouts et donc nous reconnaissons que il y a une base sur laquelle on peut travailler. Par contre, il y a on considère une régression à certains égards, entre autres lorsqu'on biffe un attendu que les normes de la CMM telles que présentées dans le règlement relatif à l'assainissement de l'air remplaçant, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on biffe cela, et on biffe également que la Ville de Montréal demande à la CMM de mettre à jour les normes d'émission des substances par les industries avec les soucis d'uniformiser les unités de mesure et l'alinéa B. Ce retrait n'équivaut et est je dirais un recul face à l'ajout du paragraphe qui suit, qu'on nous propose donc séance tenante, que la Ville de Montréal effectue une comparaison. Hein? Donc, au lieu de demander et au lieu aujourd'hui de dire que le Conseil municipal demande à ce que la CMM procède au changement, on est plutôt en train de dire que la Ville de Montréal va avant tout faire une comparaison en collaboration avec la CMM. Donc, on ne s'est pas fait une tête. Au lieu de décider aujourd'hui, on est en train de pousser une analyse à plus tard par nos services pour éventuellement, peut-être, demander à la CMM de statuer. Ce qui est complètement différent de ce que la motion demandait déjà, et ce n'est pas un hasard si l'attendu qu'on retire là-bas avec le résolu que l'on biffe également est remplacé par une action qui est très différente, soit celle de venir faire une comparaison plutôt, des mesures et donc que la Ville de Montréal procède au changement. Selon moi, on n'est pas à quelques minutes près d'arriver à un consentement. Je reçois cet amendement. Je préférerais retirer la motion, travailler avec le porteur du dossier pour le prochain Conseil et arriver avec un texte commun. Merci. Monsieur Limage? Je veux juste clarifier avec Monsieur le leader adjoint, parce qu'on peut la reporter sans la retirer. Est-ce que vous souhaitez la reporter au mois prochain? Je trouve que ce serait une porte de sortie extrêmement élégante qui permettrait à tout le monde de s'asseoir. Que je la retire ou si je la reporte au prochain Conseil, elle sera reportée telle qu'elle est rédigée. Il faudra néanmoins arriver ici avec un amendement commun. Honnêtement, la technique est la même. Alors, à vous de choisir. Là. Moi, ça ne me dérange pas. L'important, c'est qu'on arrive avec un nouveau texte qui sera déposé séance tenante. Sinon, le report fait en sorte que c'est le texte initialement déposé par nous qui sera reporté devant le Conseil. Merci beaucoup. Donc, M. Limage. Alors, je vais proposer un report au mois prochain. OK. Puis
Parfait. Parce que... Oui, sur la motion initiale, exact. On rapporte la motion initiale, puis ça vous laisse le temps de négocier entre vous autres. Tout le monde est en accord? Donc, la motion est reportée telle qu'elle. Exact. Merci beaucoup. Ça nous amène à la prochaine point, qui est la 6504. À la prochaine motion. 6504 est retiré. Hein? Est-il retiré? Oui. Madame Boivin-Roy? Oui, 6504 est retiré. OK. Donc, le 6504 est retiré. Nous procédons avec les travaux. On est au 6505. Monsieur Rotran, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'informe le Conseil que je n'ai pas entendu de la leader de la majorité. Je n'ai aucune idée si l'administration est en faveur du partage de cette information, compte ou ils ont un amendement à faire. Et je soumets qu'effectivement, si le Conseil va bien fonctionner, il y a obligation pour le leader de la majorité d'être en communication avec les autres élus dans le Conseil. J'ai déjà défendu François Limoges quand il a été attaqué à la commencement de ce mandat par l'opposition officielle. Je lui donne un conseil amicable qu'effectivement, il va faire son job mieux s'il y a au moins des lignes de communication sur les motions dans le chapitre 65 avant le Conseil. Avoir dit ça, M. le Président, chaque mois, le Conseil d'administration de la STM reçoit un rapport, principaux indicateurs et résultats qui dit effectivement, donne un portrait pour les membres du Conseil des différents aspects de l'évaluation de service. Il n'y a absolument rien dedans qui doit être confidentiel. Je sais que j'ai été déjà membre sur un certain temps à la STM. J'ai commencé à réfléchir le mois dernier, le Conseil du 28 janvier. Il y a un désaccord entre l'élu Craig Sauvé, qui est le porte-parole de la STM dans cette salle, et le journaliste Olivier Robichaud de Huffington Post. Effectivement, M. Sauvé a indiqué que la livraison de services, le nombre des pannes de 5 minutes et plus, est le mieux en 2018 pendant des années. M. Robichaud a répliqué, ce n'est pas vrai, qu'effectivement, malgré le fait que les pannes de 5 minutes et plus sont légèrement moins en 2018 que 2017, ils sont beaucoup plus que les années 2009 à 2016. M. Sauvé a répliqué qu'il ne parle pas du nombre des pannes, mais pannes par kilomètre, et c'est devenu ce qu'on dit en anglais « a Twitter fight ». Effectivement, ça suscitait beaucoup d'intérêt pour les usagers. Étant donné qu'une des valeurs de la Ville et une des valeurs de la STM, c'est la transparence, les données ouvertes et un dialogue et un débat serein et fructueux, j'ai pensé peut-être que c'est l'intérêt public de partager ces données. I actually wish I had thought of this years ago, mais c'était l'incident entre M. Robichaud et M. Sauvé qui m'a amené vers une conclusion que c'est une bonne idée. J'aimerais informer les membres du Conseil, si vous allez sur le site web de la STM, vous allez déjà trouver quelques renseignements. Les pannes de métro de 5 minutes et plus sont sur le site web de la STM et quelques autres renseignements. J'ai pensé de rendre public ces informations va faire deux choses. Une, les membres du Conseil vont être mieux renseignés, ça va les aider dans leur analyse de l'offre de transport en commun à Montréal. Un de nos objectifs communs est de donner les Montréalais un système de transport en commun de classe mondiale. Donc, ça va nous aider. Aussi, je pense que ça va être utile pour les usagers. Donc, la motion demande deux choses. Une, un dépôt de documents, d'indicateurs principaux au conseil municipal chaque mois, de la même façon qu'au conseil d'administration de la STM. Et deuxièmement, que le STM élarge l'information qui est déjà sur le site web et publie sur le site web l'ensemble de ces informations et pas ce qu'on dit cherry-pick, ce qu'il veut mettre là. Les choses lesquelles j'ai en tête sont des choses comme les autobus, taux de libération en kilomètres, les nombres de déplacements en transport adapté, métro, les numéros des clients à l'heure,
métro, les nombres d'incidents de 5 minutes et plus et tous les incidents, la ponctualité des autobus, les nombres de plaintes reçues chaque mois. Il y a une gamme de choses qui est dans ce document et je ne pense pas, M. le Président, qu'il n'y a aucun préjudice à la STM si cette information devient publique. Donc, M. le Président, je prie le Conseil de faire cette invitation à la STM. Je prie l'administration de trouver la meilleure façon. Dans mon tête, ça peut être un item dans le chapitre 7, comme on dépose chaque mois le procès-verbal des séances de conseil d'agglomération, des choses comme ça, on les dépose dans ce chapitre. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Rotran. La parole est à vous, M. de Souza. Merci, M. le Président. M. le Président, en parlant en faveur de cette motion, je pense qu'on peut voir que déjà on a eu depuis un certain nombre de mois un genre de débat, une discussion sur la qualité de service que nous en avons eu. Même hier soir, la mairesse m'a accusé d'être le perroquet de syndicat, si ma mémoire est bonne. C'est ça. C'est ça que... Non, mais c'est ça que... Alors? Changer pour la porte-parole. Dans un sens, on voit que les sensibilités... Je comprends les sensibilités de l'administration et je reconnais la sensibilité que quand vous avez des dossiers qui viennent jour après jour, toujours peut-être dans un contexte de négociation avec le syndicat, qu'il y a une certaine frustration quand certains des éléments sortent dans le domaine public. Et peut-être, en tenant compte des relations patronales, syndicales, peut-être c'est la bonne guerre. Pour la mairesse qui est très en faveur des syndicats, qui a travaillé, qui était impliqué dans l'Institut Broadband, qui partage toutes les valeurs, je suis surpris d'avoir ce commentaire, mais en même temps, peut-être ça aussi c'est la bonne guerre. Quand elle a fait un commentaire semblable. Mais pour moi, dans un sens, je ne les vois pas ça dans un contexte de guerre où on est en train de lancer les mots. Je pense que ma préférence, c'est que nous avons une plus grande certitude. Et puis, je pense que dans le contexte actuel, on a vu que quand vous avez le torchon qui brûle entre les deux parties, souvent, c'est les clientèles qui payent la note. Et puis, nous, on a vu des accusations back and forth de la STM où on avait eu des accusations que les employés d'entretien sabotent les opérations des autobus. On a eu des informations contradictoires. On a dit que c'était, pour nous, les observateurs qui sont là, les citoyennes, les élus, on voit que c'est difficile pour détecter le vrai et du faux. On a eu des exemples. Par exemple, qu'on a eu de plus en plus des autobus qui ont tombé en panne à cause des révisions de leur processus de réparation et dont la coupure des employés qui s'occupent d'ajouter le carburant dans l'autobus. Et du fait que le conducteur ne pourrait pas savoir le niveau de carburant dans leur autobus. Il y a eu, selon le syndicat, le nombre d'autobus tombés en panne a passé d'une moyenne de 10 par jour à une moyenne de 50 et 60. Dans les jours qui suivaient, l'STM a sorti pour expliquer la réforme du processus était une gain d'efficacité et qu'il était faux que les chauffeurs n'étaient pas au courant de l'essence. Comment est-ce que moi, en tant qu'élu, en tant que quelqu'un qui siège ou en tant que citoyen qui lit les journaux, peut prendre connaissance qui dit vrai? On a un autre exemple. Cette mois-ci, la Gazette a rapporté que 31% des autobus restaient au garage chaque matin, de sorte qu'il manquait environ 150 autobus sur la route chaque jour. Le syndicat montre aux barricades, disant, regarde, la situation, c'est le manque de fiabilité des autobus, et notamment des hybrides, le manque d'entretien préventif planifié, les conditions difficiles d'hiver. Tout ça, c'est possible. Côté STM, l'STM allègue que le syndicat des personnels, qu'ils ont fait des actions concertées pour ralentir le travail des réparations et l'entretien, puis en conséquence, il y a le mode d'autobus. Encore un deuxième exemple pour montrer comment est-ce que nous, les personnes qui ne sont pas prises dans cette chicane, dans ce débat, peuvent porter jugement. Et moi, j'appuie la présentation de M. Rotran
simplement avec une vue de clarté et transparence. Je pense que les informations que le STM fournit mois après mois lors de son conseil d'administration, quand il fait un rapport mensuel résumant les principaux indicateurs de rendement selon le nombre des interruptions de service, et les raisons, les nombres des autobus immobilisés, la ponctualité des autobus. Donc, tout ça, ça permet le conseil, et peut-être le conseil d'administration de l'STM est très rassuré par ça, mais si cette information est mise dans le domaine où les élus, ou même dans le domaine public, sont mis au courant, au moins, on ne sera pas en mesure d'avoir les commentaires qu'on a entendus hier, où un membre du conseil accuse l'autre d'utiliser des mots qui sont non parlementaires. Pas acceptable dans ce conseil. Donc, pour cette raison, moi, je soupçonne ça, cette motion peut nous aider d'avoir un meilleur climat de discussion, de nous mieux permettre de comprendre l'enjeu qui se passe actuel, comme élus, mieux défendre les intérêts des citoyens ou mieux expliquer les enjeux aux citoyens sans qu'on ait pris dans cette guéguerre que nous voyons maintenant. Donc, je pense que dans un contexte de transparence, je vois mal comment les gens qui sont tous ici, qui tous prônent la transparence, pourraient voter contre la transparence, et j'encourage nous tous de voter ça unanimement. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. de Souza. M. Sauvé. Merci, M. le Président. Plaisir de discuter cette question. Je vais commencer à répondre à M. de Souza. Je pense, M. de Souza, ce que vous faites juste là, ce que je viens d'entendre, c'est de laisser planer des doutes sur les informations entre deux parties, alors qu'il y a plein d'informations publiques que vous savez existent, ou, si vous ne savez pas, vous n'avez pas fait vos devoirs. Il y a 4 fois que nous sommes adressés au tribunal administratif du travail. Je vais déposer officiellement le jugement pour que mon collègue, M. de Souza, puisse le lire. La copie du jugement. Et je vais quand même lire quelques éléments de ce jugement pour clarifier exactement ce qui se passe, parce que vous ne semblez pas lire les vrais jugements là où les faits sont déposés en public. Pour de vrai, vous préférez lire peut-être les journaux pour avoir des opinions. Mais voir, paragraphe 17, le tribunal croit qu'il y a de l'action concertée pour ralentir le travail. C'est le cas parce que les statistiques mises en preuve par la STM démontrent un écart trop grand par rapport aux années passées pour ne n'être qu'un hasard. Cet écart ne peut se justifier même en regard des éléments soumis par le syndicat. La situation au début de l'année 19 montre une aggravation des problèmes. Clair et net, après un jugement. On va aller au paragraphe 51. Le tribunal croit donc qu'il y a une action concertée et que celle-ci cause préjudice ou est susceptible de causer préjudice aux services auxquels la population a droit. Dans le jugement encore, que vous savez parce qu'il y avait un communiqué la semaine passée qui a été publié par la STM. Donc, le tribunal déclare qu'il y a eu un ralentissement de travail et exercé par le syndicat de transport de Montréal, ses officiers représentant mandataires, et il déclare que c'est illégal. Le tribunal déclare que le ralentissement de travail des activités exercées par les employés sont illégales. Donc, tout est dedans. Puis il y a plus de détails, plus de chiffres si vous voulez faire vos devoirs et lire ça. Ou si vous préférez jouer la politique sur le dos de la STM ici au conseil municipal, faites ça, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée pour le bien-être de la STM, ni pour le service pour les Montréalais. Pour répondre à M. Rotrand, je comprends son intérêt pour la STM. Je comprends qu'il veut... Peut-être qu'il est un peu déçu de ne pas être encore au CA de la STM. Je comprends ça, c'est fascinant. C'est un grand privilège de pouvoir avoir accès à plein de données, des données préliminaires parfois, des données stratégiques parfois, mais on ne peut pas nécessairement transformer cette salle de conseil en CA de la STM. Toutefois, il y en a une politique de données ouvertes à la STM. Plusieurs indicateurs, comme vous l'avez mentionné, ont déjà été publiés sur notre site Web. Ils sont accessibles et ça ne va pas juste être déposé ici au conseil municipal. Ça va être mis sur le site Web, déjà, pour la population en total, puisse aller le voir au lieu d'avoir à fouiller dans nos heures de jour et nos procès-verbaux. On veut quand même
publier davantage d'indicateurs et en plus de temps réel. C'est certain que c'est quelque chose qu'on veut faire. Donc, avec notre politique de données ouvertes qu'on a récemment adoptée, on va pouvoir augmenter le nombre de statistiques intéressantes, les statistiques pertinentes pour les usagers, pour le grand public. Donc, ceux-ci seront progressivement mis en ligne d'ici les prochaines années. Fait que, déjà, on va dans ce sens-là, mais de demander à ce que toutes les données stratégiques déposées par le DG pour que le CA puisse faire sa job à la STM soient systématiquement déposées ici, surtout quand certains sont préliminaires ou autres, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on va voter contre votre motion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sauvé. Il n'y a pas de demande d'autres interventions. M. Rautran. M. Rautran, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je suis un peu mêlé. La moitié de l'intervention n'a rien à faire avec la motion devant nous autres pour privilégier un jugement contre un syndicat dans le contexte de négociation qui n'a rien à faire avec la motion. J'ai senti le mois dernier, quand le Conseil a adopté une invitation à la STM, assurer que le Committee Service à la clientèle que M. Sauvé préside actuellement continue d'avoir les réunions publiques qu'il avait dans le passé, mais n'avait pas sous le gouvernement de M. Sauvé. J'ai senti qu'effectivement, Craig n'était pas vraiment on board, comme on peut dire, et que seulement avec l'aide de François Limoges que la motion était adoptée en Conseil. J'ai vraiment senti ça. Et aujourd'hui, je comprends mal la portion de l'intervention de M. Sauvé qui effectivement touche ce que je demande. Je ne demande pas l'information concernant le MDBF, le moyen distance, bon fonctionnement des autobus. Je ne demande pas l'analyse de la stratégie de négociation. Je demande ce qui est dans un document intitulé « Principaux indicateurs et résultats aux les dates indiquées, présentés chaque mois à la STM, laquelle ne contient absolument pas des informations qui doivent être cachées, ni cause et préjudice à la STM. Je soupçonne aujourd'hui, on entend le point de vue de M. Sauvé et pas nécessairement le point de vue de l'ensemble du caucus. Je comprends que parce que je sais comment ça fonctionne, les gens vont être solidaires avec leurs collègues, mais je soupçonne que c'est cause un certain inconfort. Monsieur le Président, ce que je cherche est l'information comme le suivant. Achalandage. Le document parle de l'achalandage. C'est quoi l'achalandage par mois? Est-ce que ça va être pareil le mois prochain? Deuxièmement, l'expérience client. Monsieur Rautran, Madame Lavigne-Lalonde, allez-y. C'est à quel sujet? Je suis désolée, mais depuis le début de l'intervention de M. Rautran, là, on prête des intentions à certaines personnes de ce caucus. Et puis finalement, à l'ensemble du caucus des élus de Projet Montréal. Et je trouve qu'il est vraiment très irritant que dans l'ensemble des interventions qu'on entend de la part de M. Rautran, on n'arrête pas de prêter des intentions à certaines personnes ici. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on vous dit, vous avez tout à fait le droit de ne pas être satisfait. Mais de dire que vous sentiez que M. Craig Sauvé n'était pas on board, de sentir qu'il prend des décisions tout seul sans parler avec l'ensemble de son caucus, vous n'avez pas le droit d'interpréter des choses comme celle-là et de signifier qu'il y a discorde de ce côté-ci de la Chambre. Alors, restez donc sur le propos puis arrêtez de nous prêter des intentions, s'il vous plaît. Ça n'a vraiment pas de sens. Rapidement, Monsieur le leader. Oui, mais juste pour corroborer, c'est un fait. C'est ça, c'est pour répéter. Est-ce qu'il y a une nouvelle information? Bien, la nouvelle information, c'est que ce n'est pas juste dans ce conseil-ci. Ça fait maintenant 3 conseils qu'effectivement, M. Rautran ne peut pas prendre la parole sans nommer des gens et c'est une habitude qu'il devrait quitter. Monsieur le leader. Alors, simplement, si on peut se tenir au propos de la motion. C'est exactement ce que je fais. Je n'ai pas compris l'intervention de M. Sauvé. J'ai dit, ça n'adresse pas ma motion de tout. Et moitié touche side issue qui touche les négociations avec le syndicat. Ou dans ma motion, est-ce que c'est dit que je veux avoir la stratégie de négociation de la STM? Pouvez-vous me montrer? Je parle uniquement de rendre public
l'information qui va au Conseil qui touche les indicateurs de performance. J'ai déjà dit qu'effectivement, ces indicateurs touchent les choses comme la ponctualité des autobus. Pourquoi Craig Sauvé et l'administration est contre l'idée de partager avec la population l'information qui touche la ponctualité des autobus? Pourquoi il ne veut pas nous dire ce qu'est l'achalandage chaque mois? Dans le rapport annuel, on a cette information, mais j'aimerais que les gens aient le droit de savoir chaque mois les bonnes et les mauvaises coups. La question de ponctualité, ça c'est important. La question d'expérience client, c'est important. Je ne comprends pas le fait qu'il y a une opposition à ça. Madame la Présidente, je détermine qu'effectivement l'atmosphère en Conseil n'est pas propice aujourd'hui à un débat serein. Si mon secondaire, M. De Sousa, n'est pas contre, j'aimerais repousser cette motion à la mois prochaine pour qu'effectivement les ardeurs puissent calmer. Je pense que ça mérite une discussion beaucoup plus sereine que nous avons vécue. Alors, si je comprends bien, vous souhaitez reporter votre motion? Alors, si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qu'on va faire. Alors, sur ça, M. Miele. Ah oui, vous étiez déjà debout. Alors, bien, merci. Ceci clôt notre session du Conseil municipal. Bonne fin de journée. Merci pour votre collaboration.